des siècles, le rapport entre les deux sexes représente un des problèmes majeurs dans la plupart des sociétés. Ceci se reflète aussi sur la littérature en général, qui au début était purement masculine. L'adjonction de féminine au groupe nominal est une différenciation du sexe de l'auteur au premier plan et non du contenu, ce qui est déjà une distinction du genre et du parallélisme de celle masculine. Ceci n'empêche pas de parler d'une empreinte qui caractérise l'écriture féminine et qui est difficile à cerner. Parler d'une littérature féminine est une confrontation à la problématique d'une définition de celle-ci. Ne faut-il pas parler de littérature masculine en contrepartie? Ou n'est-ce qu'une catégorisation qui diminue la valeur d'une écriture menée par la gente féminine? Si nous voulons remonter loin dans le temps, nous allons retrouver de grandes dames qui ont régné sur la littérature et la poésie en Orient et qui nous ont légué un trésor de beauté et qui nous éblouit toujours. Telle la légendaire Tamouda bint Amr, surnommée la Khansa. Elle est née avant 610 et est morte, décédée en 644. Cette femme de lettres du 7e siècle, elle est la poétesse la plus connue de la littérature arabe. La Khansa, née en Arabie pré-islamique, au sein d'une famille riche de la tribu de Bnu Sulaym. L'adjectif Khansa de son surnom désigne une extension de la gazelle. La mort de ses frères et fils lui ont fait dire ces élégies très célèbres. Le poète arabe Nadir ad-Dubyani lui aurait dit « Vous êtes la meilleure poétesse des djinns et des humains ». Les poèmes d'Al-Khansa ont été rassemblés dans un recueil de plus de 100 vers à l'époque abbasside au 9e siècle. Le prophète a dit, parce qu'elle est arrivée, c'est une mukhadrama, ce qu'on appelle, elle a vécu les deux époques. Alors le prophète a dit d'elle, le meilleur de nos poètes, c'est Khansa bint Amr. Preuve, si l'on n'est que le messager d'Allah, tenait la femme de lettres en haute estime. C'est-à-dire qu'il estimait plus la poétesse en tant que femme. Et lui demandait d'ailleurs souvent de déclamer ses vers et disait à ce propos. Après, il y a eu sûrement, bien sûr, il disait qu'elle était la meilleure des poétesses de son époque. Après, il y a eu sûrement d'autres poétesses, moins connues, car à l'époque, pour être connue, une femme devait appartenir à la noblesse ou être très riche. Deux choses pour être connue. Une autre poétesse a marqué l'histoire des femmes des lettres dans le temps, c'est Rabi'a al-Adawiya. La poétesse mystique, figure majeure du soufisme, Rabi'a al-Adawiya née à Basora en Irak en 713 en 713. Elle refuse toute sa vie de se marier et dédie son existence ascétique à la vénération d'Allah, connue pour ses poèmes. Elle est connue pour ses poèmes mystiques. Une autre en Inde, à Delhi, cette fois nommée Delhi Sultan Razia, la seule femme à avoir régné sur Delhi en Inde. Son existence, si elle fut plutôt brève, 1240, a pourtant durablement résonné dans son pays. Épaulée par son peuple, elle a été entraînée dans sa jeunesse à porter les armes. Elle se fit mécène des peintres, des artistes de son époque. En Afrique subsaharienne, cette fois, Nana Asmaou, l'indépendante, se déployait dans le nord du Nigeria au début du 19e siècle. Étudiante à la prestigieuse Kadiriya, c'est une université là-bas, au Nigeria. Elle a publié plus de 60 travaux dans beaucoup de recueils de poésie écrits en arabe sont parvenus de ses 40 ans d'activité littéraire.
Maintenant, nous venons directement aux femmes de lettres du Grand Maghreb. L'histoire nous cite plusieurs femmes qui ont marqué leur époque dans le pays du Maghreb et qui ont participé autant à la politique qu'à l'art et la culture. Nous pouvons citer parmi les plus célèbres Cléopâtre Sélénée. Née en Égypte antique, Cléopâtre Sélénée est la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre. La dernière reine d'Égypte et l'épousa Joubadou qui devient le roi de la Mauritanie, l'actuel nord du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Elle participe au rayonnement politique, économique et artistique des grandes cités romaines comme Lexus et Volubis. Une autre célébrité féminine est Kahina, qui signifie pour les uns prêtresse et pour les autres sorcière, au 7e siècle. El Kahina est la figure insoumise et charismatique qui a aussi encouragé les arts. Alors, une autre non moins connue, Kenza Daouraba, mère d'Idriss II, elle était une femme influente et courageuse. Une autre grande dame d'art et de lettres, Fatima Al-Fihriya. Elle est la plus grande bâtisseuse d'un joyau architectural, la mosquée Al-Qarawiyyin, qui est reconnue à ce jour comme étant la plus ancienne université dans le monde encore en activité. Encore une autre grande dame du Maghreb, Zainab Nafzaouia. Zainab était une femme dotée d'une grande beauté, mais aussi d'un esprit d'analyse. À Armat, dans l'Atlas marocain, elle a grandi et s'est imposée dans les cénacles des notables et des chefs de tribus de la région et finit par épouser Youssef bin Tashfin qui a créé la dynastie almoravide. Et nous venons maintenant à Sayyida al-Hurra. Née vers l'an 1485, elle grandit au royaume de Grenade, que sa famille fuit à la fin de la Reconquista pour s'installer à Chefchaouen. Elle était d'une grande culture et d'une grande force de caractère. Elle succéda à son mari au poste de gouverneur de Tétouan. Cette époque nous donne aussi la grande poétesse Hafsa Rakouniya, l'une des poétesses les plus célèbres d'Al-Andalus, de Grenade au XIIe siècle. Par son talent et sa culture, tout comme par sa beauté, elle a pu occuper une place importante de la cour des Almohades. Elle a été envoyée à Rabat avec un groupe de poètes et nobles grenadins devant le calife Abdelmoumen. Celui-ci lui a accordé la Rakouna, une sorte de salon littéraire près de Grenade qui lui valut le surnom de Al-Rakouniya. Ses poèmes étaient et sont encore appréciés. Ses premiers murmures étaient vers 1154, alors qu'il n'avait que 19 ans et commençait à être connu pour ses poèmes. Elle fit la connaissance d'Abou Ja'far bin Saïd, connu en littérature sous le nom d'Ibn Saïd, l'histoire d'amour des deux poètes et leurs rencontres, leurs relations sont connues par les épîtres poétiques. Qu'ils s'échangeaient, il commence par lui demander un rendez-vous qui lui fait. Le plus connu, c'est quand il lui demanda un rendez-vous. Et ce rendez-vous a été enregistré par l'histoire. Alors, comment il lui a dit? Elle lui a envoyé ce message. « Ô toi dont j'évite de rappeler le nom et que je me contenterai de désigner par une allusion. Je ne trouve pas que tu tiennes tes promesses et je crains que ma vie ne s'achève sans toi. » Et lui, il lui répondit, « Ah, si tu voyais quel état est le mien, alors que la nuit a laissé tomber ses ombres, je gémis tristement d'ardente passion. Je suis un amant dont le désir véhément qu'il a pour sa bien-aimée prolonge le tourment. » Donc ces vers ont été échangés à cette époque par ces deux. Nous rencontrons aussi une grande poétesse qui s'appelait Hawa, Ève. Alors poétesse et femme de lettres almoravide, du XIe au XIIe siècle, elle était conjointe des sœurs Ibn Abi Bakr.
gouverneur de Séville, qui a valorisé l'événement des Almohades en Andalousie et qui a régné jusqu'à son décès en 1114. Hawa a donc vécu de la fin du XIe siècle au XIIe siècle, miladi, c'est-à-dire l'époque au milieu de l'an. Hawa a bénéficié d'une éducation sophistiquée, puisque les historiennes s'accordent pour dire qu'elle était une poétesse et une dame, une femme de lettres reconnue. De plus, elle tient un salon littéraire qui reçoit les meilleures poétesses et écrivaines de son époque. Lors de ces rencontres, Hawa donne des conférences, écoute des poèmes de ses collègues et participe à leurs débats. Elle est considérée comme la première poétesse féministe du Grand Maghreb de l'époque. Nous venons au genre. Maintenant, nous venons au genre. Quels étaient les genres et quels sont les genres qui sont répandus chez nous au Maghreb? Nous avons El Melhoul. El Melhoul, ce genre-là, nous avons la plus grande poétesse d'El Melhoul dans l'histoire, c'est Turdania ou Louardiriya. C'est une poétesse et chanteuse d'El Melhoul. Qu'est-ce que c'est que le Melhoul? Le Melhoul connu également par le nom Qasidat al-Ghazal, c'est-à-dire là où on prend les beautés de l'autre, est un corpus impressionnant de poèmes et de chants qui est véhiculé aussi bien par écrit que par tradition orale. Bien qu'il soit un véritable art poétique, il diffère de la poésie classique pour deux raisons. D'une part, il ne respecte pas la structure grammaticale classique, et d'autre part, il est chanté en langue dialectale. Par ailleurs, on fait généralement remonter ses origines au XIIe siècle, où cet art a été influencé par la musique arabo-andalouse. De même, on situe ses débuts à Tafilet et plus précisément dans les Zaouïas soufis. Certes, ces premiers auteurs sont des hommes, soit parmi d'autres Abdelaziz al-Maghraoui et Sidi Abdelrahman al-Mjdoub, qui ont vécu au XVIe siècle et qui se sont fait connaître grâce à leurs quatrains mystiques Rubaiyat. Toutefois, contrairement aux perceptions dominantes, les femmes ont chanté et continuent à chanter elles-mêmes. Nous venons à un autre genre, c'est le Tbra. Le Tbra, c'est un récital, c'est un récital de poésie créé et chanté par la femme Hassani pour exprimer sa flamme à l'élu de son cœur. Cette forme d'expression orale est spontanée en langue hassani, reflète l'ingéniosité, la sensibilité et la créativité des femmes sahraouies. Cette expression lyrique devait toutefois atteindre l'homme aimé et lui parvenait via un intermédiaire de confiance qui peut être une amie ou une employée de la poétesse. Nous avons un autre genre, c'est la haïta. La haïta, par contre de ce que nous avons dans la tête, elle est portée par les voix des femmes indociles, dérangeantes, libres par leurs verbes, leur ton et parfois leurs mœurs. Adulées, courtisées, jalousées, méprisées, ces grandes poétesses du Maroc profond n'en sont pas moins les porte-paroles de leur communauté, dénonçant l'injustice, celle de leurs conditions féminines d'abord, puis celle touchant leur tribu. Leur prose, à l'effet galvanisant, a souvent mobilisé les populations, les incitant à se soulever contre un caïd corrompu, le pouvoir central ou le colonisateur. Des plaines atlantiques au sommet de l'Atlas, l'Aïta, le cri, l'Aïta veut dire le cri ou l'appel à l'autre, s'affiche sous les formes d'une surprenante variété, fruit d'une fusion particulière entre les mélodies berbères et les épopées des tribus arabes, le tout formant une forme de blues typiquement marocain, dont les territoires de prédilection sont les régions de Abda, Chaouia, Haouz
Z'aïr, Rhamna, Jbala, le Gharb et Doukala. Les origines de l'Aïta remontent selon certaines sources au XIIe siècle, et plus précisément au règne des Almohades. Véritable source historique et sociologique, porte-parole d'un peuple qui s'exprime, l'Aïta a connu des périodes d'apogée et de déclin tout au long de l'histoire du pays. De la période mérinide, elle résistera quelques années pendant le règne saadien, avant d'être condamnée au silence par les ultra-conservateurs et autres peuples, bien sûr. Elle renaît enfin de ses cendres sous le règne du sultan alaouite Moulay Hassan Ier, au milieu du XIXe siècle, date effective de sa résurrection. Voici quelques voix féminines majeures ayant fait école par leur talent et leurs exceptionnelles interprétations de différents genres de Haïta. Parce qu'il y a différents genres de Haïta. Il y a Kharboucha, la mythique. C'est un mythe, Kharboucha, fin du 19e siècle. Elle est chanteuse et poète engagée. De son vrai nom, Cheikha Kharboucha, aurait vécu entre la fin du 19e et le 20e siècle, dans les tribus de Oulad Zayd, dans la région de Abda, arrière-pays de la ville de Safi. Femme rebelle, elle fera de Haïta son arme contre la tyrannie et s'attaquera particulièrement au Qaïd Issa Semri Ben Omar, homme puissant, proche du Mersin, qui aurait écrasé dans le sang la révolte de sa tribu, dissimant presque tous les membres de sa famille. Elle chante dans les moussem, les fêtes et les sourds, tournant le défiant ouvertement le despote qu'il était, avec sa poésie instinctive et puissante. Dans ses textes, elle l'appelle, entre autres, le mangeur de charognes, l'assassin de ses frères. Kharboucha payera de sa vie sa rébellion. Enlevé, séquestré, torturé, puis emmuré vivant, Kharboucha, par son sacrifice, inspirera tous les grands noms de l'Aïta. Il y a aussi l'Hamounia, l'académique. Hamounia est considérée comme l'ambassadrice de l'Aïta. Elle est décédée en 2013. Il y a la Kherboua, la vétérane. Elle est vétéran de l'art de l'Aïta. Et bien sûr, dans l'Aïta, oui. Alors là, il y a aussi Fatna Bint Hussein, l'encyclopédie. Il y a Hadda Ouaki, la Mazir, parce que chez les Al-Mazir, il y a aussi leur Aïta. La grande figure de Moyen Atlas est la chanson Aïta Zahriya, née à Aït Ishaq, et cette femme, elle est toujours vivante. Alhamdulillah. Alors, nous avons la poésie arabe. Chez nous, il y a la poésie arabe. En arabe, la femme exprime comme